10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Il est 10h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la matinale éducative de la télé-école, le 10h midi, l'émission qui est là pour renforcer votre dose de culture générale. La découverte des invités et de nos rubriques de la journée, c'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Alors, pour aujourd'hui, nous aurons à discuter sur la rubrique société avec notre invité du jour, Madjojo Maudo Malik Diaye, qui est étudiant en aménagement du territoire et en développement local. Bonjour Madjojo. Bonjour. Bienvenue à Télé-École. Merci beaucoup. Et nous aurons aussi dans notre deuxième rubrique à la découverte de l'école des tribulations avec Monsieur Abdoulaye Dem, qui va nous rejoindre dans la deuxième partie. Bonjour Monsieur Abdoulaye. Bonjour madame. Voilà. C'est un plaisir d'être là. Le plaisir est partagé. Mais il sera quand même avec nous sur la première rubrique, la rubrique société, dans laquelle aujourd'hui nous allions discuter du thème suivant, le rôle de la résilience dans le renforcement de la société. Alors, nous avions tous tendance à entendre ce fameux dicton qui nous dit il n'existe pas d'échec, il n'existe que des abandons. Et aujourd'hui, nous allions beaucoup plus le comprendre avec la notion de résilience dont Monsieur Madjojo est amoureux de cette notion et nous allions l'écouter pour aujourd'hui. Alors, en parlant aujourd'hui de ce thème, avant de commencer, est-ce qu'on pourrait avoir une définition de la résilience dans le contexte social au Sénégal? Bonjour Mbayang, la présentatrice. Bonjour Monsieur Dem. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui et de répondre à cette invitation. Parce que c'est un thème très intéressant qui touche pratiquement toute la société sénégalaise. Quand on parle de société sénégalaise, on a tendance quand même à voir une société, voilà, qui en tout cas a beaucoup de difficultés quotidiennes parce que voilà, nous sommes un pays en voie de développement. Et qui parle de pays en voie de développement parle tout simplement de difficultés, voilà, quotidiennes. Donc, quand on parle du thème, le rôle de la résilience dans le renforcement de la société, il faut tout justement comprendre que c'est quoi un rôle? Un rôle, ça peut être défini comme un devoir, c'est-à-dire quelque chose que l'on doit faire. Mais on a aussi le choix de ne pas le faire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une obligation, mais c'est juste un devoir. Quand on parle de résilience, la résilience, en fait, c'est un mot que j'aime bien parce que c'est le pouvoir de rebondir à toutes les épreuves plus haut. C'est le pouvoir de rebondir plus haut à toutes les épreuves. Après avoir vécu un mal, un traumatisme, après avoir vécu une déception amoureuse, etc. Qui parle de renforcement, parle de quelque chose qui est déjà là. C'est-à-dire, on améliore. Et qui parle de société, parle d'un ensemble d'individus qui sont appelés à vivre ensemble, en synergie, pour que, voilà, le contrat social soit respecté. Donc, en quelques mots, voilà la définition des termes. Merci beaucoup et j'aime bien la façon dont vous l'aviez défini, hein, le pouvoir de rebondir. Donc finalement, voilà, plus haut, le pouvoir de rebondir plus haut suite à un échec qu'on a eu à traverser ou à une difficulté. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait définir ou comment est-ce qu'on pourrait reconnaître une personne résiliente ou une société résiliente? Et si c'est le cas d'une société, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un exemple d'un État, d'un pays qu'on peut appeler un pays résilient? Effectivement, il existe pas mal de pays qui sont résilients et pas mal d'hommes qui sont résilients. Parce que prenez l'exemple de Nelson Mandela, qui est le symbole de la résilience. Il a été emprisonné, il a été torturé, on a privé ses libertés en tout cas. Et aujourd'hui, imaginez dans son livre Un long chemin vers la liberté, il disait en fait que être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Donc par là, on peut comprendre
par la définition philosophique qui dit certainement que ma liberté commence là où s'arrête celle des autres, mais aussi s'arrête là où commence celle des autres. Donc, aujourd'hui, puisque nous sommes en société, on doit faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise à travers notre comportement, à travers nos actes, à travers nos paroles. Parce que parfois aussi, la violence verbale tue et détruit à petit feu les personnes. Je me suis porté volontaire d'être la voix des sans-voix. Donc, obligatoirement, j'ai un message à passer à cet effet. Parce qu'il y a une personne qui était chétive, maladive, faible, à qui la société avait du mal à accepter, du point de vue physique, mais aussi du point de vue moral aussi. Parce que cette personne, en réalité, qu'elle faisait la classe de CM2, il a passé 3 mois dans les hôpitaux. Et à la quatrième mois de l'examen, il était hospitalisé. Il a fait une opération. Et aujourd'hui, alhamdulillah, cette personne a eu, avec ce tas de difficultés, il a pu être résilient. Il a pu être résilient parce qu'à la veille de l'examen, son papa lui disait, voilà, fallait pas faire l'examen parce que tu te sens pas bien, t'as pas appris tes leçons. Il y avait beaucoup de contraintes. Mais cette personne a dit oui, je ferai cet examen. Et en classe de BFM, cette personne aussi, ses camarades de classe se moquaient de sa voix parce que sa voix ressemblait en quelque sorte à une voix féminine. Hein? Sa démarche était tellement lente comme un caméléon. Voilà. Mais, en fait, il prenait ces mots-là comme une force. Juste pour dire que ce sont les obstacles qui font d'une personne ce qu'elle est aujourd'hui. À force d'entendre, en tout cas des mots blessants, tu vas être une personne résiliente. Parce que en réalité, ces mots ne vont plus te blesser, mais feront de toi une source de motivation et t'élèvera vers le sommet. Et en classe de BFM, cette personne, à quelques jours de l'examen aussi, il est tombé malade. Il ne voulait pas participer. Il avait eu aussi des problèmes avec des professeurs. Parce que, voilà, comme on a tendance à le voir, quand on stigmatise une personne, elle a souvent tendance à se révolter. Se révolter pour dire que, voilà, ça fait mal. La société est injuste envers moi et parfois, ça peut lui conduire à un comportement qui est indésirable. Et en classe de baccalauréat aussi, comme d'habitude, on dit que c'est une tradition. Il tombe malade en fait. Finalement, la maladie s'accroche à cette personne. Voilà, effectivement. Parce que, en fait, cette personne, comme je l'ai dit au début, c'est une personne chétive en maladie. Et il a eu à traverser beaucoup de difficultés dans sa vie, mais il a su se relever aussi. Se relever, pourquoi? Pour 2 facteurs. Parce qu'à un moment donné de sa vie, il s'est posé les questions suivantes. Qui suis-je? Et c'est quoi mon rêve en réalité? Et en se posant ces questions, il s'est dit donc, je ne dois pas en tout cas me laisser bafouer, stigmatiser, marginaliser par cette société-là. Mais je dois me combattre, je dois me battre et je dois travailler pour la personne que je veux être demain. Donc, pour répondre à votre question, c'était une digression. C'était un message que je voulais porter parce que la société a souvent tendance à stigmatiser les personnes. Et que l'on soit long, court, gros ou mince. En tout cas, Dieu ne fait jamais
ses choix par hasard. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce monde-là. Et la société doit nous aider à accomplir ce rôle. Nous avons tous des missions et c'est la société qui doit nous accompagner au lieu de nous stigmatiser à réussir cette mission avec la meilleure des manières. D'accord. Merci en tout cas beaucoup. En tout cas, à travers cette histoire, on voit que la personne aussi, elle ne lâche pas quand même son rêve de réussir par rapport à tout ce qui lui arrive. Et il faut savoir que dans la société, quand tu es mince, on te dira pourquoi tu n'es pas gros. On te dira cela, que tu n'as pas une morphologie comme les autres et tout. Quand tu es gros, on va te dire que tu manges trop, il faudrait essayer de maigrir et tout. Voilà, si tu n'es pas assez beau aussi, on va te dire que toi, tu es trop moche. En tout cas, on recevra toujours, quoi que soit notre morphologie, notre façon de parler, notre façon aussi de parler avec les autres, il y aura toujours une critique qui viendra de par les autres. Et il faut toujours en fait se souvenir que on est là pour nous-mêmes et que voilà, on n'a qu'une vie et il faudrait faire en tout cas ce que nous avions à faire malgré tous les coups qui viennent derrière. Voilà. Bien dit, parce que il y a un rappeur français qui dit que son nom c'est Youssoupha, je pense que vous le connaissez. Il dit que vous vous moquez de moi parce que je suis différent. Mais moi, je me moque de vous parce que vous êtes tous pareils. Vous voyez donc, oui. Et rappelez-vous, en venant dans ce monde-là, nous étions seuls. On mourra seul aussi. Donc, quoi qu'on puisse faire, on sera aussi seul. Dieu va nous juger à travers nos comportements, à travers nos actions, à travers notre attitude. Et donc, pourquoi chercher tout à coup à plaire la société? Je pense qu'on devrait être en équilibre avec la société. C'est-à-dire, il y a des normes qui nous définissent. Faire en sorte que ces normes-là, moi, je puisse vivre ma vie comme je le sens, mais aussi laisser l'autre la liberté de vivre sa vie aussi. Pourquoi vouloir toujours le condamner à une vie, le juger, le maltraiter, etc. Donc, ce qui revient aussi, c'est la définition de la liberté. Vivre sa vie et laisser les autres vivre leur vie. En tout cas, j'espère que le message passera bien et que les gens arrêteront de se mêler des problèmes des autres. Alors, aussi, on aimerait bien savoir, bon, l'histoire que vous aviez racontée, certainement c'était une personne proche. On aimerait bien savoir comment est-ce que cette personne, aujourd'hui, elle a eu à contourner ces obstacles, à aller de l'avant, ou autrement dit, comment en fait cultiver cette résilience dans notre routine, en fait, dans le quotidien. Vous savez, les douleurs, c'est comme, je peux prendre que c'est du sel dans notre vie. Et par exemple, si on prend ce pot-là, ce récipient-là, on met du sel et de l'eau. Et après, on vous donne pour la boire. Vous allez faire quoi? Vous allez sentir quoi en réalité? Ah, de l'eau salée, sucrée. En tout cas, ce sera pas très agréable, hein, je pense bien. Et monsieur Dem, ce sera comment? Ah, en tout cas, ça ne sera pas bon à voir. D'accord. Et si on prend cette même quantité de sel, on le met dans un lac et on vous le donne pour le boire. Qu'est-ce que vous allez en réalité sentir aussi? Là, je pense que ça va être différent parce que le lac, l'eau en tout cas le sel va partir. Et vous, mon sucre oui, c'est-à-dire la qualité sera différente. Voilà. On dit souvent que si vous buvez dans un récipient, vous ne sentez pas la même dose que si vous buvez à partir d'un seau, par exemple. Donc, c'est pas pareil, quoi. Voilà. Je veux juste comprendre dans ce que vous dites, tout simplement que dans la vie, rien n'est facile. Voilà, il faut se battre juste pour, surmonter les obstacles, tout simplement. Effectivement, c'est dans ce sens-là. Mais par exemple, c'est la même quantité de sel aussi qu'on a mis dans un récipient et dans un lac. Qu'est-ce qui a changé? L'environnement. C'est l'environnement qui a changé, mais pas la quantité en réalité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que
les douleurs, ce sont les quantités de celles-là. C'est nous-mêmes qui décidons si nous voulons être un récipient ou si nous voulons être un lac. Sans faire de la promotion, j'aimerais donner l'exemple de Bougane, qui disait toujours, après être refusé dans le parrainage, disait que c'est comme une sorte de force là que Macky me donne, quoi. À chaque fois, mon refuser son parrainage, c'est comme une dose de motivation pour me aller vers de l'avant. Juste pour dire que la douleur est parfois une source de motivation pour pousser l'individu à faire l'impossible. Donc, nous, ce que nous devons faire, c'est d'essayer d'être des lacs. Peu importe la quantité de douleur que l'on va, en tout cas, nous infliger, l'essentiel, c'est que on va sourire. Il faut sourire dans la vie. Il faut sourire. Sourire parce que le sourire est fort que le désespoir. Par exemple, qu'est-ce que Nelson Mandela a fait après avoir été sorti de la prison? Pardonner. Mais imaginez tout ce qu'on a eu à lui faire de mal, torturer, etc. Mais il oublie et pardonne. Pourquoi? Parce qu'il a été résilient. Il sait en réalité que ce qui ne lui tuait pas le rendait plus fort. Il s'était dit, je l'ai vécu, ça m'a rendu plus fort. J'ai aussi une expérience qui est différente de leur. Et aujourd'hui, je peux vivre, je peux ressentir toutes sortes de douleurs, mais ça ne va plus m'affecter. Imaginez aussi avec Ousmane Sonko. Il a été aussi résilient. À chaque fois, c'est comme si, il était sourd, muet, il n'avait plus d'oreilles, il n'avait plus... En fait, il ne ressentait plus la douleur en réalité. Il avançait, il avançait, il avançait. Parce que quand on a un rêve, il y aura toujours des difficultés dans notre vie. Peu importe. Dundu bu yomb amul. Tey jii nii ni ma mel gàtt ñuul moo neex kii moo nakari kële. Tey jii nii ma voix moo neex kii moo nakari kële, ma manière de parler moo neex kii moo nakari kële. Donc mais man en réalité lan moo ma neex. Man en réalité lan laa bëgg. Man en réalité est-ce que douleur yooyu noonu ñu ma teg, est-ce que ce ne sont pas des leçons apprises? Est-ce que ce ne sont pas des plus, un renforcement qui va m'aider à mener ma vie comme je le sens? Est-ce que en réalité Yàlla dafay def dara par hasard? Prenons l'exemple du prophète Mohammed aussi. Lan lañ ko deful si loo xamante ni mettital la. Mais toujours il pardonnait, il avançait. Parce que les gens forts ignorent. Duñ nekk fii di fayanto. Vous lui faites du mal, il ressent le mal pendant 5 secondes et après il avance. En tout cas, il faut toujours trouver une motivation d'avancer. Aujourd'hui, par exemple, vous avez été championne du Sénat en 2024. Hein? Et Monsieur Deme aussi, il est professeur. Aujourd'hui, en écrivant votre livre, par exemple, il y avait des difficultés, non? Parfois, il y a pas d'inspiration, mais vous avez su tenir. Et aujourd'hui, finalement, vous avez concrétisé ce rêve-là. Et ce livre, on le voit. Mais personne ne sait ce que vous avez, en tout cas, enduré pour, en tout cas, pouvoir concrétiser ce rêve-là. Et prenez votre propre exemple aussi, en étant champion. Votre discours. Combien de fois vous l'avez écrit? Il y avait combien de temps où vous avez voulu dormir et que le sommeil ne vient pas? Pourquoi? Pourquoi vous avez eu à réussir? Parce qu'il y avait une motivation. Tant que la motivation est forte, l'individu, quel que soit le tas de douleur, ne va pas le ressentir. Il va avancer, il va souffrir, il va avancer, il va souffrir, il va avancer.
jusqu'à atteindre son objectif. Et aujourd'hui, moi qui suis champion national d'art oratoire, organisé par la Jeune Chambre internationale, que je salue de passage, aujourd'hui, en écrivant mon discours, je me suis giflé, je me suis fait du mal. Le jour J même, voilà, je doutais entre le faire ou ne pas le faire. Ou abandonner. Ou abandonner. C'est-à-dire que quand on a un rêve, il faut combattre ou fuir. Ce sont les choix. Et si on décide de combattre, ça veut dire qu'on doit se donner à fond. On doit même, en tout cas, se dire beaucoup de mots, se choyer la gratitude aujourd'hui. Je respire, je suis en bonne santé, je parle. Mais imaginez aujourd'hui, combien de personnes sont dans les rues? Combien de personnes ne peuvent pas marcher? Combien de personnes sont, en tout cas, dans des difficultés qui ne leur permettent pas de parler? Combien de personnes aujourd'hui payent de l'argent pour respirer, pour boire, pour manger? Ça, c'est une première motivation. Et les qualités qu'on reconnaît chez une personne résiliente, c'est aujourd'hui la gratitude. Reconnaître tout ce que la nature nous offre. La respiration, l'entourage, on a un papa, on a une maman. Ce sont des motivations aussi. Aujourd'hui, quand je pense à mon papa, je fais l'impossible. Quand j'étais stressé, je suis content, je ressens la joie. Parce que c'est une motivation pour moi. C'est une source de motivation pour moi. Aujourd'hui, peu importe ce que je fais, quand je pense, voilà, que je respire, que je mange, que je marche comme je veux, quand je pense que j'ai mon papa à mon côté, quand je pense que j'ai ma famille, les gens m'aiment, m'encouragent, il n'y a pas une raison d'abandonner en réalité. Je dois tout donner pour rendre ces personnes fières. Il n'y a pas une raison d'abandonner. Parce que la nature m'a tout offert. Mon entourage m'a donné les opportunités de briller. Qu'est-ce qui reste? La volonté, la détermination. Donc, il faut avoir la gratitude, la volonté, la détermination et surtout l'audace d'espérer et d'oser. Parce que être résilient aussi, c'est avoir de l'espoir. Et l'espoir, c'est la vie. Alors, ne nous en privons pas. Surtout, merci beaucoup. Madjojo, on est content quand même de vous recevoir sur ce plateau. Et tout à l'heure, vous aviez parlé du concours du Sénat et tout, et nous avions vu que les textes avaient été donnés, le thème plutôt, avait été changé à la dernière minute. Et là, avec ça, vous auriez pu abandonner, comme vous l'avez dit, vous auriez pu aller jusqu'au jour J et dire que bon, il y a trop de monde, je suis stressée, donc je vais laisser tomber. Mais tout de même, il y avait des gens qui étaient derrière vous pour vous encourager. Maintenant, en ce moment, on voit que les résultats du baccalauréat sont en train de sortir et on voit que malgré tout ce travail acharné, il y a certains élèves qui n'ont pas eu à décrocher ce diplôme. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous allez conseiller à ces élèves pour cultiver cette résilience? À ces élèves qui peut-être n'ont pas le soutien de leurs parents et qui vont certainement recevoir des critiques de partout parce que cette personne va reprendre une classe alors que ses camarades et autres vont avoir leur diplôme et aller dans des écoles supérieures. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous leur disiez, vous leur conseillez pour qu'eux aussi ils puissent être résilients et qu'ils puissent surmonter ces obstacles comme il faut? Je leur dis, ma sœur, parce que c'est dur, mais c'est dans la dureté que l'on se forme aussi. La douleur est une source de motivation aussi. Il ne faut jamais abandonner dans la vie, tant qu'on a les moyens de continuer. Ils ont fait l'examen. Ils n'ont pas réussi. La première chose qu'ils devront faire, c'est de voir les erreurs. Une fois identifié les erreurs, se travailler jour et nuit, acharnement, pour corriger ces erreurs-là. Et aujourd'hui, ils ont la chance quand même. Par exemple, durant leur cursus scolaire,
Combien de camarades de classe ont redoublé une classe? Combien de personnes n'ont pas pu terminer leurs études, être à un niveau de baccalauréat par manque de moyens? D'autres par maladie. D'autres sont même morts. Mais eux, ils sont là. Ils sont en vie encore. Et ils ont la possibilité de continuer leurs études. Une fois qu'ils auront appris les erreurs, c'est dire que moi j'ai ma place. Dieu m'a choisi parmi les gens qui devront réussir. Et si ce n'est pas cette année, ce sera certainement l'autre année. En tout cas, c'est corriger leurs défauts, leurs erreurs. Et donc, vous savez, nous avons tous cette même pensée. Quand c'est dur, l'instinct nous dit d'abandonner, de fuir. Mais c'est la conscience qui nous dit aujourd'hui que ça ne doit pas être le cas. Et aujourd'hui, s'ils fuient le combat face au baccalauréat, quel autre combat de leur vie ils allont fuir aussi? Ils ont pratiquement fait une formation de niveau bac ou bien de niveau BFM. Et ils vont rencontrer ces mêmes difficultés-là. C'est comme, par exemple, celui qui construit une maison et sans que la maison s'écroule. Il commence à reconstruire de nouveau. Mais imaginez, qu'est-ce qui risque de se passer encore? La maison risque de s'écrouler encore. Parce qu'en réalité, il n'a pas appris de ses erreurs. Il devrait se poser pourquoi la maison s'écroule. Et que dois-je faire la prochaine fois? Est-ce un manque? Est-ce que par exemple un manque de motivation, un manque de moyens, un manque de rigueur dans mes études aussi? En tout cas, il doit se poser toutes ces questions-là et se dire que quand même, il y a l'espoir. Et quand il y a l'espoir, on peut rêver. Et quand on rêve, on s'y donne les moyens. Et quand on s'y donne les moyens, on a tendance à réussir. Donc, il ne faut pas abandonner. Il faut se dire quand même que, voilà, ce n'est quand une porte se ferme, plusieurs autres portes s'ouvrent. Et il y a aussi l'histoire de la première de centre quand je faisais le baccalauréat en 2020. Cette candidate n'avait pas eu son baccalauréat en 2019. Cela lui a fait tellement mal qu'il a viré de série, qu'il s'est décarcassé jour et nuit pendant le Covid pour apprendre, pour faire ses devoirs, pour travailler dur. Et imaginez, cette personne a été la première de notre centre. Juste pour dire que c'est toujours possible. Il y a plein d'exemples. Il y a des personnes inspirantes à qui, quand on se réfère d'elles, on peut quand même réussir notre vie. Aujourd'hui, imaginez cette personne, si elle avait abandonné. Et imaginez ce qu'elle a eu à faire. Certainement, monsieur Dem, vous avez eu comme exemple un élève qui n'était pas du tout brillant au début et qui a fini par faire ses exploits et que cela vous a surpris. Et j'aimerais savoir un exemple pour dire à nos jeunes frères aussi que c'est toujours possible de faire de notre mieux. Effectivement, on en a des centaines d'exemples. Hein. Parce que moi, j'avais une élève même, en 6e. Elle était dernière ou avant-dernière de la classe. Mais lorsqu'elle était en classe de 3e, elle est devenue 2e au premier semestre, première au 2e semestre. Voilà. Elle a eu son bac scientifique. Alors qu'au début, nous avions des doutes sur elle. Donc, pour vous dire que parfois, au début, ça peut être difficile, mais à force de travailler, moi, je pense que certains manquent de motivation, ou bien une personne qui est là pour motiver. Parce que dans la vie, comme vous le dites tout à l'heure, moi, en anglais, on dit souvent never give up. Faut jamais abandonner. Voilà. Donc, tant qu'il y a de la vie,
Il y a de il y a l'espoir. l'espoir. Il y a Bob Marley qui disait Where there is a will, there is a way. Donc, tant qu'il y a de la volonté, je pense qu'on peut réussir. Donc, je pense que si on tient ce langage-là à ces enfants-là, voilà, donc ils pourront réussir un jour dans leur vie. D'accord. Et même par là, je vais donner un exemple. Une écrivaine très célèbre britannique, Joanne K. Rowling, l'écrivaine de Harry Potter, où on a vu que avant, quand elle voulait publier un livre, ce n'était pas permis aux femmes en fait de publier. Ou si c'est une femme qui envoyait son manuscrit, on ne l'ouvrait même pas. C'est ça. Et donc, elle a eu à changer beaucoup de noms parce que son vrai nom, en fait, c'est Joanne Rowling directement. Mais après, quand elle envoyait, après, elle mettait J.K. Rowling, K, comme si c'était par exemple Carl ou autre. Elle a même eu d'autres noms, Rupert Grint, beaucoup de noms masculins qu'elle avait utilisés sous anonymat pour pas qu'on sache que c'est une femme. Et il faut savoir qu'elle a essayé à déposer son manuscrit 12 fois. 12 fois dans une maison d'édition. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit que elle est vraiment endurante. Elle est résiliente. Donc, il y a des personnes, si, par exemple, ils auraient déposé 1-2 fois, on les prend pas, ils vont dire que bon, je vais changer de chemin. Aujourd'hui, elle est jusqu'à la 12e fois et c'est à cette 12e fois qu'on a enfin accepté d'écrire son livre. On voit que son livre est pratiquement traduit dans pratiquement toutes les langues du monde. Et ça tourne partout. Il n'y a pas que les livres et ça a été aussi produit en film. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, juste pour dire, comme notre Madjojo l'a dit si bien, il ne faut pas abandonner et se dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, Madjojo, comment est-ce que vous pensez aujourd'hui que les systèmes éducatifs peuvent-ils promouvoir cette résilience chez les jeunes? C'est une bonne question. Et je pense que Monsieur Dem pourra me témoigner quand même. En tout cas, ça me fait penser à l'histoire je pense que c'est Einstein, à qui son professeur disait qu'il était trop nul, qu'il n'avait pas sa place dans l'école. Mais sa mère l'a pris. Sa mère, avec cette note, il est nul, il ne peut pas continuer ses études parce qu'il n'a pas le niveau. Sa mère a pris cela. Et quand Einstein, je pense que voilà, je peux me tromper encore de nom. Quand il a pris sa note, l'enfant lui a demandé pourquoi je n'aille plus à l'école. Il lui a dit que parce que ton niveau est trop élevé. Tu es supérieur à tes camarades de classe. C'est la raison pour laquelle tu ne peux plus aller à l'école. Mais il ne s'est pas arrêté dans cette phrase-là. Après cette phrase motivante qui donne de confiance à son fils, il a continué en faisant des actions. En prenant cette vis, il lui a appris à lire, à écrire, à faire en tout cas beaucoup de miracles. Et aujourd'hui, je pense que c'est lui-même qui a créé la lampe électrique et tout ça. Juste pour dire que parfois, comme je l'ai dit plus haut, la société peut nous stigmatiser. Mais c'est à notre entourage quand même de faire de son mieux pour nous prendre, nous choisir, nous faire confiance et nous donner les moyens quand même de réussir dans notre vie. Par exemple, celui qui sort de la prison, la société a tendance à lui stigmatiser. Mais quel est le devoir de la société envers cette personne qui a déjà payé sa peine, payé sa dette envers la société? Est-ce que le regard ne doit pas changer en réalité? Non seulement lui, il doit changer son propre regard, mais aussi la société doit lui aider à changer, en tout cas, à se rétablir quand même. Parce que ce n'est pas du tout facile. Mais si on décide quand même de stigmatiser les personnes encore une fois, de les dire des mots blessants, ça peut créer un sentiment de révolte. Et quand ces personnes se révoltent le plus souvent, il y a danger. Il y a danger. Donc, pour le système éducatif,
Je dirais tout simplement que les professeurs, quand même, sont des sources de motivation, ou doivent être des sources de motivation pour les élèves. Par exemple, il y a des élèves avec leurs humeurs, avec leurs personnalités différentes. Par exemple, si je vois que cet élève-là, il ne se concentre pas en classe. En réalité, être enseignant, c'est être éclaireur. C'est montrer de la lumière. C'est aider les personnes. Donc, on doit avoir aussi les aptitudes d'éveiller les consciences et de pouvoir, en tout cas, connaître et distinguer les comportements des uns et des autres. Et à travers ces comportements-là, l'enseignant ou bien le professeur, puisqu'il passe plus de temps avec l'élève que ses parents passent avec lui, donc il doit l'aider aussi à se former. Mais comment doit-on former l'élève aussi? Parce que souvent, en réalité, cela nous a tous arrivé, hein? On envie nos professeurs. Quand ils s'expriment bien, quand ils expliquent bien les leçons, quand ils s'habillent bien, etc. On a tendance même à faire de lui un modèle, une source d'inspiration. Donc, étant enseignant, je m'habille bien, je me comporte bien envers les élèves, j'apprends bien, je les motive. Je pense que les élèves feront de meilleurs résultats. Mais si je me comporte, voilà, avec un comportement qui reste à désirer, là, voilà, ça se voit. Et surtout de ne pas sourire aux élèves. Parce que la dernière fois, on avait eu ici un invité et il racontait une histoire dans laquelle l'élève, au fait, dès qu'il est entré, c'était pour un examen, un concours, dès qu'il est entré, la personne qu'il a vue, la personne avait vraiment un visage très désagréable et du coup, dès qu'il est entré après, la personne, elle a oublié tout son texte. Et tout, du coup. Voilà. Ça veut dire qu'on doit mettre l'élève à l'aise. On doit lui donner tout, en tout cas. On doit lui donner un environnement prospère quand même. Il pourra évaluer aussi sainement. Parce qu'en réalité, si j'entre en classe, ma première réaction, je vois mon professeur avec un visage tellement crispé là, je sais pas s'il a des problèmes avec sa femme, mais il transmet tout à l'élève. Est-ce que c'est l'élève qui est le fautif en réalité? Non. Ou bien, je ne comprends pas cette leçon, je maîtrise pas cette leçon, l'élève me pose des questions, je lui stigmatise, je lui frappe. En réalité, à qui la faute? Est-ce au professeur ou bien à l'élève? Et parfois, on voit dans certains instituts, par exemple, quelqu'un a perdu son téléphone, on le lui a volé. La personne décide de se rendre à la police et dès qu'elle arrive à la police, on lui dit où est-ce que tu étais. Elle va dire, par exemple, j'étais là, dehors, en train de manipuler. Après, la personne qui doit prendre ta plainte va commencer à te dire que oui, qu'est-ce que tu faisais à cette heure-ci? Pourtant, en fait, c'est pas vraiment son travail de te gronder, on va dire. C'est pas son travail. Son travail, c'est vraiment de te rassurer et de prendre ta plainte. Mais même la façon avec laquelle la personne parle, toi-même, après, tu voudras même plus donner la plainte, mais tu voudras plutôt fuir et sortir rapidement de là-bas. Voilà, parce que l'environnement n'est pas du tout idéal. Par exemple, aujourd'hui, on aime souvent les personnes à qui on se sent à l'aise. C'est naturel. Prenez l'enfant. Vous faites que toujours dans quel dos, gis. Vous faites que toujours vous n'avez nga jox ko bonbon, fop ko, neexal ko, da ngay gis. Tu prenez ces deux exemples. Entre le père qui torture en éduquant et par exemple le père, en tout cas, mu wàcc boppam, yam ak xale bi di ko fowal di ko reetaanloo parfois sax mu feccal ko kan lay xale bi di gën a bëgg en réalité. Aujourd'hui, on déteste tous une personne qui nous a fait du mal dès notre enfance. Et ces souvenirs nous reviennent toujours.
Ça peut même après être un traumatisme hein, pour Un certains. traumatisme. Voilà. Et souvent, je vais insister sur cela. Parce que dans notre famille, souvent, dafay am benn moment boo xamante ne ni, surtout dans notre société actuelle, on n'a pas tendance à écouter nos enfants, à comprendre nos enfants. On a tendance à décider à leur place, ce qui est vraiment dangereux. Parce que bu fekkee ni looy def, tu vas intégrer l'enfant. Tu vas lui consulter. Da ngay éveiller conscience am. Da ngay xalaatoo ba pare da ngay jàngal aussi le leadership. Le leadership. Incarner benn personnalité. Comme vous le faites en télé-école. C'est quoi école? Est-ce que ça se limite dans les classes? L'école, c'est la vie en réalité. Qui parle de vie, il y a l'école de la rue, il y a la maison, il y a aussi l'école, au vrai sens du terme, les classes. Et tout cet environnement dafay influencer si nekkunu nit ki ci société bi. Donc, aujourd'hui, bu fekkee ni je suis dans une famille où on me fait confiance, on me donne confiance, ça va se refléter dans la société aussi. Quand je parle, je vais donner de la motivation. Quand je parle, on va sentir que cette personne-là a de la confiance en soi. C'est parce que l'environnement boobu moom moo may lool. Mais aujourd'hui, imaginez cet enfant-là, les incestes, vous en voyez tous les jours. Et les personnes se taisent. Duñ leen sax déglu. Mu dem ba indi benn traumatisme bi. Ñu màggaale ak moom. Di def lu nekk. Ñu leen di juger. À qui la faute? Alors que buñ ko déglu woon ci xale boobu, moment biñ ko def noonu. Est-ce que kon dina egg fii? On doit assister nos enfants. On doit les accompagner. Toujours di waxtaan ak ñoom. Jéem di leen comprendre. Parce que quoi qu'on puisse dire, lan la ñuy wax, l'avenir de toute une jeunesse repose sur sa jeunesse. Avant d'être jeune, tu es enfant. Léegi nag ce type d'enfant bu màggee, ban société la ñuy am? Kan sax lay jëriñal à la vie. Alors, et c'est ça la vraiment, question qu'on doit se poser tous les jours. et ça en fait vraiment c'est vraiment un message très fort hein, parce que l'enfant déjà c'est une personne on va dire sensible, délicate aussi et que la meilleure des choses pour les parents c'est d'avoir la compréhension te di def seen xel aussi que nit ki au fait xale la au fait parce que quelquefois on oublie au fait que cette petite personne là elle est une enfant parce que des fois da nga gis xale boo xamante ne waa lamine bi dafa set et tout et tu crois déjà qu'elle pense comme une grande personne. Non, ce n'est pas ça. C'est pas parce qu'elle parle avec toi à l'aise, elle comprend rapidement ce que tu dis que voilà, elle a tous les bagages intellectuels qu'il faut. Après tout, il faut toujours un accompagnement. Et merci. Donc, juste quand pour même. dire que la résilience, c'est l'individu qui pose des actes pour avancer, de sortir de ses traumatismes, en tout cas, de ses blessures du passé, et la société doit l'accompagner, l'aider à le faire. Merci beaucoup. Madjojo Maodo Malick Ndiaye, il est étudiant en aménagement du territoire et du développement local. Il est aussi champion hein, du concours national d'art oratoire organisé par la Jeune Chambre internationale qui s'est déroulé cette année-ci récemment et nous vous félicitons de passage. Alors, le thème, le rôle de la résilience pour le renforcement de la société. Tout d'abord, il a eu à définir ce qu'était la résilience, une définition que j'ai bien aimée. Il a dit que c'était le pouvoir de rebondir plus haut suite à des obstacles ou à des échecs qu'on est en train de surmonter. Et aussi, tout au long de son discours, il a eu à donner des exemples comme Nelson Mandela, comme Ousmane Sonko, que nous avions vu, comment est-ce qu'ils se sont accrochés à leurs convictions et de se dire qu'ils ne devaient pas abandonner. Mais dans tout cela, le plus important, être résilient, c'est bien, être endurant, mais la finalité aussi, c'est la gratitude et la reconnaissance. Et la gratitude et la reconnaissance, en fait, c'est vraiment ce qui fait une personne. Dans ces moments, dans ce genre d'époque où nous sommes, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont reconnaissants. Mais à travers les leaders, à travers les catastrophes, les pandémies, nous avions vu à quel point la résilience était très importante, surtout pour les autorités et les dirigeants.
il a aussi eu à parler de cette histoire de cette personne qui était malade et qui recevait des critiques de partout, voilà, que tu pouvais pas faire ça, ou des critiques concernant sa morphologie, tu es mince, tu es trop gros et tout ça, et que cette personne est allée jusqu'à avoir son baccalauréat quand même. Et de cette fille aussi qui avait changé même de série, a repris une classe, a changé de série et aller jusqu'à sortir première du centre lors de l'examen du baccalauréat. Donc tout juste pour dire en fait qu'il faut vraiment croire en ses rêves. Et aussi il a aussi eu à dire une chose très importante, quand nous venions dans ce monde, nous venions seuls. Nous venions tous seuls, même si nous sommes dans le ventre de notre maman, nous sommes enveloppés dans une sorte de cocon. Donc nous venions seuls et nous partirons seuls aussi. Donc sachez que vous n'aviez qu'une seule vie et que c'est vraiment à vous de prendre votre destin en main. Même si c'est papa et maman qui s'occupent de nous depuis tout petit, vous voyez qu'après le baccalauréat, là commence maintenant l'école de la vie, voilà, que nous allions tout à l'heure voir avec Monsieur Dema dans son livre. Donc, de vraiment dire que l'endurance, la résilience, c'est quelque chose à cultiver en soi-même et de savoir contrer et de se dire en fait que toutes ces critiques qui viennent et tout, voilà, il faut avoir le sourire. Comme vous aviez donné l'exemple du sel et du sucre dans cette tasse et par rapport au lac qui est là et tout. Donc, gardez le sourire et dites-vous comme Youssoufa l'a dit, hein, comme tout à l'heure tu l'as dit, vous vous moquez de moi parce que... Voilà, vous vous moquez de moi parce que je suis différent. Et moi, je me moque de vous parce que vous êtes tous les mêmes. Et là même, je vais dire que parfois, par exemple, les personnes timides, quand par exemple, tu es dans un groupe où là, tout le monde est à l'aise, voilà, extraverti et tout, ils se disent, mais toi, comment est-ce que ça se fait, en fait, que tu es calme? Ces personnes, en fait, ne considèrent pas ou ne conçoivent pas qu'il existe des personnes calmes. Et donc là, ils sont en train de te voir de tout écouter. Comment ça? Est-ce que tu peux être comme ça? Et donc, il faut en tout cas se dire que vous êtes unique, tout simplement. Il faut se dire ça et se motiver tout seul. Voilà, alors, bien dit. Parce que revenons à la définition du mot liberté que Nelson Mandela a dit. Être libre, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Juste pour dire que, quelle que soit la nature de la personne, on doit l'accepter. On doit l'accepter. Et aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à des agressions physiques et psychiques que nous subissions, mais à des degrés divers. Hommes, femmes, jeunes, professeurs, journalistes, président de la République, premier ministre, nous avons tous été confrontés à des situations, des moments difficiles. Et face à ces situations-là, il y a certaines personnes qui acceptent et affrontent, tandis que d'autres préfèrent fuir et faire semblant d'oublier leur traumatisme. Et certains même vont aller jusqu'à se suicider. Ce qui est d'ailleurs le cas de cette jeune fille en classe de 3e qui a subi un drame après le divorce de ses parents. Cette fille a été victime d'injures et de moqueries à caractère sexiste de la part de sa belle-mère et elle pensait que la meilleure solution, c'était de se suicider. Et cette situation de fragilisation sociale vaut aussi pour nous. Nous, qui sommes victimes d'handicap physique, de violence, de maltraitance physique ou morale. Cela vaut aussi pour nous qui sommes dans des situations désespérées. Alors, quelle est la solution pour nous? Quelle est la solution pour cette fille? Quelle est la solution pour ces personnes qui souffrent? Est-ce la drogue, la prostitution, le vol, le suicide? Oh que non. La seule solution, c'est d'être une personne résiliente. Et d'aussi partager avec les autres. Voilà. Et c'est quoi la résilience? La résilience, c'est la capacité à surmonter les épreuves de la vie sans une altération de sa personnalité. C'est ce qui rejoint d'ailleurs le psychologue Boris Cyrulnik à dire que la résilience désigne la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit de l'adversité.
Et juste pour dire qu'il faut faire face aux obstacles. Il faut faire de votre malheur votre force et source de motivation. Gis nga, la douleur n'est pas que pour les pauvres. Tout le monde en a. Mais la différence, c'est comment vous vous y prenez et comment vous agissez vis-à-vis de cela. Alors soyons des personnes résilientes en étant invincibles, même si l'adversité croise notre route. Il faut apprendre à accepter la réalité telle qu'elle. Il faut bâtir un monde meilleur. Et il faut se libérer des souvenirs du passé qui nous traumatisent. Et c'est comme disait Swami, c'est un physicien indien. Nous sommes libres en acceptant ce que nous sommes. Mais nous sommes prisonniers en voulant toujours se donner de la peine, du tort, etc. Il faut sourire. Parce que le sourire, c'est l'espoir. Et l'espoir fait vivre. Alors, ne nous en privons pas. Surtout, merci encore à Madjojo Maodo Malick Dia, qui est étudiant en aménagement du territoire et du développement local, et aussi champion en titre du CENAO 2024 de cette année. Merci beaucoup, nous avions été ravis de vous recevoir. Mais certainement, il va rester avec nous dans la deuxième partie avec Monsieur Dème sur la rubrique culture dans laquelle nous allions découvrir un livre nommé L'école des tribulations. Alors, ne nous quittez pas et restez à l'attente. Nous allons tout de suite démarrer la rubrique culture. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, Nous accompagnons la première matinale éducative, le 10h midi, une initiative de Télé-École. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, Gabirex soutient l'éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, Gabirex soutient l'éducation. Nous accompagnons la première matinale éducative, le 10h midi, une initiative de Télé-École. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. Gabirex soutient 10h midi, l'éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. Nous accompagnons la première matinale éducative, le 10h midi, une initiative de Télé-École. 10h midi, 10h midi, 10h midi, Gabirex soutient l'éducation. asalaamaaleykum seen télévision bi jiitu ci Afrique ci wàllu jàng jàngale ak yar ñu naan ko Télé-École moo leen indil programme bu mag ñu tuddee ko waa daara ji fas yéene ànd ak yéen fépp fu daara am ci Sénégal ngir yaatal xam-xam ak won leen li daara defar ci mim réew émission bi nag di waa daara ji dañ koy bàyyeeg ñooñ daara ñu di ko taxawu ànd ak comité scientifique bu Télé-École ak Télé-École ngir xam ne daara ji kenn jiituwu ko ci éducation. Dix heures midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. À présent, la rubrique culture avec Monsieur Dème. Rebonjour, Monsieur Bonjour, Dème. madame. Il est professeur d'anglais et aussi écrivain. Nous serons toujours aussi accompagnés de Madjojo Maodo Malick Dia qui sera avec nous. Alors, nous allions à la découverte de l'école des tribulations, un livre qui a été écrit par le monsieur qui se trouve juste à ma gauche et que nous allions découvrir. Alors, avant de découvrir le livre, nous aimerions bien savoir qu'est-ce qui vous a aujourd'hui donné le déclic de cet amour pour l'écriture, qu'est-ce qui vous a inspiré ou qui vous a motivé pour écrire. Voilà, merci beaucoup pour cette question. Tout d'abord, je voudrais dire que j'ai longtemps voulu écrire.
mais je ne savais pas par où passer, par où commencer, ni avec qui travailler. Alors, puisque je suis fils d'un ancien professeur de lettres classiques, de surcroît, donc j'ai toujours eu à lire. Donc, toute ma vie s'est résumée à la lecture parce que tout simplement, j'avais un père qui était professeur de français et de lettres classiques. Donc, les années passant, j'ai eu à côtoyer un ami de mon père qui est lui aussi écrivain. Donc, il passait de temps en temps à la maison pour, n'est-ce pas, corriger ses manuscrits avec l'aide de papa, bien sûr. Alors, nous palabrions ensemble à la maison et il me donnait beaucoup de conseils par rapport à l'écriture, aux livres, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour écrire. Voilà, par où passer pour rencontrer un éditeur. Donc voilà, c'est cet homme qui m'a beaucoup inspiré à écrire. Hormis cette personne, il y avait aussi un collègue qui s'appelle Amadou Sorna, qui est à son deuxième œuvre, qui est actuellement à Kaolack comme professeur d'anglais comme moi. Donc ce sont ces deux personnes vraiment qui m'ont beaucoup poussé à écrire un livre. Le premier cité est un autodidacte. Je me suis dit, puisqu'un autodidacte a réussi à écrire un livre, pourquoi pas moi? Donc c'est comme ça que l'idée m'est venue, n'est-ce pas, d'écrire un livre. D'accord. Alors, le roman L'école des tribulations, je vais lire le résumé, est l'histoire du jeune enseignant Aléoki, dès sa sortie de l'école normale supérieure, est affecté dans un village du nord du pays. La résilience va intervenir. Là, il exerce son métier en se fondant scrupuleusement sur les règles d'éthique et de déontologie inculquées par ses formateurs. Après quelques années de service, il commence à s'interroger sur les tares du système éducatif national ainsi que sur certains travers de la société contemporaine. Alors, on voit qu'il va avoir à vivre quand même des obstacles, pas mal de choses. Et par là, on voudrait savoir quels sont les thèmes principaux que vous êtes en train, voilà, de parler, et on va en choisir pour beaucoup plus approfondir. Voilà. Donc, d'abord, je voudrais dire que le livre compte 12 chapitres. Voilà. Maintenant, les thématiques les plus saillantes demeurent l'école, les problèmes de l'école sénégalaise, le système éducatif sénégalais. Alors, j'ai également parlé de politique, de la manière dont les Sénégalais font de la politique. Alors, j'ai également parlé des problèmes que l'on retrouve dans le secteur de la santé, par exemple. Voilà, j'ai parlé de l'immigration clandestine, n'est-ce pas? J'ai également parlé de justice. Donc, voilà, grosso modo, les principaux thèmes ou thématiques, si vous voulez, développées dans le livre. À l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui vous tient tellement à cœur que vous aviez eu à parler du système éducatif sénégalais? Est-ce qu'il y a un problème qui mérite d'être soulevé, d'après vous? Pourquoi j'ai écrit sur l'école, le système éducatif sénégalais? Parce que tout simplement, je suis enseignant. Donc, étant enseignant, je suis également acteur du système, n'est-ce pas? Donc, je sais, j'ai longtemps été dans le système, je suis à ma 15e année d'enseignement, donc je sais beaucoup de choses dans le système éducatif, n'est-ce pas? C'est toutes ces raisons qui m'ont poussé vraiment à parler, n'est-ce pas, de problèmes comme l'effectif. Oui. Dans l'école publique, si vous entrez dans un CM ou dans un lycée, il y a beaucoup d'élèves. Donc, l'effectif pléthorique est un problème, je pense, et que ça mérite d'être débattu pour que des solutions soient trouvées à ce problème. Il y a également le problème école publique, école privée qui se pose. Parce que, n'est-ce pas, dans le passé, la force que l'école publique avait, mais elle l'a perdue de nos jours au détriment de l'école privée. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème? Je pense que ça aussi, ça mérite d'être posé comme problème. Il y a également la grève des enseignants,
n'est-ce Chaque pas? année, quasiment. Voilà, il y a aussi la violence scolaire entre élèves et étudiants. On note souvent des violences. Parfois, ça vient de l'enseignant, parfois, ça vient de l'élève et même des parents d'élèves. Donc, voilà, grosso modo, quelques problèmes sur le système éducatif que j'ai, n'est-ce pas, étalés dans le livre pour que des solutions soient trouvées, bien entendu. D'accord. Et pour vous, le fait qu'il y ait des écoles privées, des écoles publiques, est-ce que ça amène une stigmatisation et un manque de reconnaissance des uns par rapport aux autres? Absolument. Et pour vous, quelle est la solution? Absolument. Parce que je pense que, comme je viens de le dire, dans le passé, si on t'amène dans une école privée, c'est parce que tu faisais partie des nullards. Dans le passé, c'était comme ça que la société le voyait. Mais aujourd'hui, si tu n'es pas dans une école privée, on considère que tu es un pauvre, que tes parents n'ont pas les moyens de t'amener dans l'école privée. Donc, puisque tu n'as pas le choix, tu es obligé d'aller dans l'école publique. Alors que les enseignants qui sont dans le public, c'est ceux-là qu'on retrouve dans le privé. Maintenant, où se trouve le problème? C'est cette question qui mérite d'être posée. Parce que moi, par exemple, je suis un enseignant du public, mais je donne des cours dans le privé. Pourtant, c'est dans le privé que les résultats sont les meilleurs. Cela est dû à quoi? Parce que dans le privé, il y a ce que l'on appelle le système d'émargement. Alors que dans le public, il n'y en a pas. Dans le public, même si tu t'absentes, à la fin du mois, tu reçois ton salaire intégralement. C'est ça. Alors que dans le privé, ce n'est pas le cas. Si tu t'absentes, tu ne marches pas. Et quand tu ne marches pas, tu ne seras pas payé. Donc, dans le privé, il y a une pression qui est mise sur le professeur, alors que dans le public, cette pression, même si elle existe, manque. Et, au fait, il n'y a pas de suivi. Absolument. Donc là, sont vraiment côté administration C'est qui ça. est à revoir. Absolument. Alors, à part le côté de l'école, là, je suis tombée sur une phrase qui m'a beaucoup intéressée. Et là, c'est la situation des malades mentaux C'est ça. en Afrique, au Sénégal, comment ils sont perçus. Donc ici, vous écrivez qu'après sa guérison, Aliou pensait qu'il était temps que la société civile se préoccupât davantage du sort des malades mentaux errant dans les rues du pays. Aujourd'hui, dès que nous voyons un malade mental, nous préférons fuir ou en tout cas passer par un autre chemin. Parce que ce malade mental peut prendre, même s'il y a l'endurance et la résilience, peut prendre une grosse pierre et vouloir se la jeter. Et là, ça va atterrir en pleine figure. Mais on voit aussi que ces malades mentaux ne sont pas en sécurité. Par exemple, quand on parle des albinos, des fois, quand il y a des familles qui ont des enfants albinos, ils les rejettent, les laissent à la errer. Et j'avais eu à voir dans un reportage, je sais pas, je pense que c'était sur la TFM, où cette femme albinos, vu qu'elle restait dehors, elle dormait dehors, donc elle était à chaque fois violée. Et la personne qui l'a violée fréquemment, elle a finalement été enceinte et a même été, comment dire, elle a même accouché d'un enfant. Et cette personne qui l'a violée tout le temps, finalement, ne voulait même pas, reconnaître cet enfant parce qu'elle était albinos. Donc, déjà, il y a cette stigmatisation. Et concernant ces malades mentaux, là aussi, il y a une phrase qui m'a attirée. La première chose, ces handicapés mentaux n'étaient amenés à l'hôpital qu'en dernier recours, minimisant ainsi leurs chances de guérison rapide. La première chose à laquelle pensaient les familles de ces personnes vulnérables, c'était que leurs enfants avaient été maraboutés et que les emmener à l'hôpital constituait une perte de temps et n'essayaient même pas d'enquêter sur les causes réelles de leur démence. Est-ce que vous voyez? Et donc là, quand on parle de maladie mentale, on pense directement à la dépression. En Afrique aujourd'hui, la dépression n'est pas considérée comme une maladie. Elle est considérée. Bon, en fait, elle est même pas considérée, on va dire. Voilà. Donc, quand tu dis que je suis atteinte de dépression, les gens vont dire qu'est-ce que c'est que ça encore et tout ça. Madame, lui, il a ça refait. Et donc, le pourquoi déjà d'avoir eu à parler de ça, et pour vous, comment est-ce que la société devrait réagir franchement face à ces malades mentaux qui sont des membres de famille et qui parfois aussi, du jour au lendemain peuvent avoir un problème. Même les enfants, ça peut arriver aux enfants, mais
Voilà. En tout cas, ils ne sont pas vraiment, on va dire, motivés ou suivis et encadrés dans leur guérison. Alors, j'ai voulu attirer tout simplement l'attention des gens par rapport à la situation de ces gens qui sont atteints d'un handicap. Moi, je pense que c'est tout simplement un handicap qui mérite d'être encadré. Alors, dans la société sénégalaise, on parle souvent de droits de l'homme. Mais ces handicapés mentaux ne sont-ils pas des hommes? Pourquoi devrions-nous tout simplement s'attarder aux gens qui sont en prison? Alors que ces gens, moi je considère que ces gens sont en prison. Parce qu'ils ont une déficience mentale. Alors vous êtes dans une famille, vous voyez que voilà, il y a un parent qui est déficient mental, mais vous êtes le premier ou la première à le stigmatiser. Même, tu ne manges plus avec les gens. Tu ne dors plus avec les gens. C'est comme si tu étais en prison chez toi. Alors que ce sont les membres de ta famille qui doivent être les premiers à te soutenir. Parfois, le déficient mental ne se lave pas. La famille ferme les yeux. Pourquoi ne peuvent-ils pas aider ce parent qui vit avec eux? Ça, c'est un problème. Dans la rue, vous voyez comment ils sont traités. Certains n'ont même pas les moyens d'être amenés à l'hôpital. Et les gens ne s'interrogent pas sur ça. Et si le déficient mental te jette un caillou, tu te plains. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour que ce malade mental puisse guérir? Rien du tout. Qui d'offre le moytulenko, c'est tout ce que tu entends. Alors que je pense que moi, quand je suis malade, je peux me déplacer pour me rendre à l'hôpital, me soigner, il n'y a pas de problème. Mais le malade mental, est-ce qu'il a cette faculté qui le permet d'aller à l'hôpital? Non. Donc toi, parent, si tu le laisses tomber, mais la dépression augmente. Il devient plus violent. S'il sort, il peut poignarder une personne sans être conscient de son geste. Donc ça, je pense qu'on ne doit pas seulement se limiter à construire des hôpitaux, mais on doit aussi trouver des gens qui s'occupent, n'est-ce pas, de ces déficients mentaux, parce qu'ils font partie de la société. Donc c'est vraiment cette raison qui m'a poussé à parler, n'est-ce pas, d'eux dans mon livre. En tout cas, voilà, vous avez essayé en tout cas de sonner, de tirer la sonnette d'alarme. Et là, je me souviens d'une histoire aphatique, si je me souviens bien, c'était l'année dernière, où durant une prière commune et tout, bon, les gens priaient à l'extérieur, il y a un fou qui est venu de là-bas et qui avait pris une grosse pierre et voulait le jeter à, comment dire, à l'imam. Voilà, à l'imam qui était devant. L'imam, lui, continuait sa prière, mais tout ce qui était derrière, ils ont carrément coupé la prière et ils sont allés attraper. Donc, ça peut amener aussi ce genre de choses. Absolument. Et le dernier thème sur lequel je voudrais que l'on parle, c'est l'immigration. Et je vais commencer à poser la question avec Madjojo, bien sûr. Pour toi, Madjojo, est-ce que le fait de choisir l'immigration, de sortir de son pays de manière clandestinement, est une notion de résilience, d'endurance? Parce qu'on voit, tu es un soutien de famille, tu es harcelé partout, des critiques, on te dit que voilà, tu donnes rien à la maison, tu fais rien, tu restes là. Et la personne, un beau jour, décide voilà, de braver son courage et de quitter le pays par une pirogue. Donc, est-ce que pour toi, c'est une manière de cultiver la résilience ou pas? Bon, merci pour la question. Je pense que la réponse peut être relative en fonction des motivations des uns et des autres. Parce que quoi qu'on puisse dire, les motivations varient d'une personne à une autre. Donc, le père de famille qui décide de quitter son pays à cause de la pression sociale, là, c'est un choix. C'est un choix qu'il a fait. Mais au-delà de son choix aussi, il espère, il a de l'espoir. Il espère en tout cas améliorer sa condition de vie. Donc, s'il reste aussi, c'est pour améliorer sa condition de vie. S'il part aussi, c'est dans le but d'améliorer sa condition de vie. Et peut-être que le pays ne lui offre pas les moyens de le faire.
Donc, mais quoi qu'on puisse dire, il a choisi la voie illégale, c'est-à-dire clandestinement. Et qu'est-ce qu'on a tendance à voir aussi? Les personnes qui quittent le pays clandestinement, ils ont tendance à payer 400 000 francs ou 500 000 francs. Imaginez ces 500 000 francs si on investissait dans ce pays-là. Si on avait eu cet esprit entrepreneurial aussi. Par exemple, ces 500 000 francs-là, on peut le prendre, on peut faire quelque chose avec ces 500 000 francs-là, mais aussi on peut quand même décider de partir. Parce que c'est un choix, encore une fois. C'est un choix. Mais moi, personnellement, je pense que, en tout cas, aller à l'Europe aussi, ou bien quitter son pays pour aller à un autre pays, faire de l'immigration, on n'a pas la certitude. Parce que parfois, on voit que les pirogues sont bloquées. Parfois aussi, les conditions de vie à l'extérieur sont plus dures que les conditions de vie au Sénégal. Mais on a pris le choix quand même de camoufler et de dire que tout est rose à l'Europe. Donc, je pense qu'ils doivent être résilients. En prenant ces 500 000 francs, def taba taba, Jai Mad, commencer si Jai Mad, Jai Dakar, commencer si Jai Dakar, ubbi boutique, petit à petit. Et toujours essayer d'apprendre de ces erreurs-là. Donc, être résilient dans ce sens-là, c'est encore une fois se dire que si tout le monde part, qui va développer notre pays? Mais aussi se dire qu'avec ces 500 000 francs que je prends pour payer la pirogue, quand même, je peux rester ici, développer mon petite entreprise et essayer quand même di daanu di juk ba li may wuti ji fële am ko fii nii. Oui, tout à fait. Alors, Monsieur Dème, qu'est-ce que vous avez eu à quelle opinion est-ce que vous aviez voulu partager à travers ce thème évoqué dans votre livre? Alors, j'ai parlé de l'immigration clandestine, qui est d'ailleurs un thème d'actualité. Et ça a même été donné au bac L, je crois, avec l'histoire de Nicaragua. Donc, pourquoi j'ai eu à écrire ou à parler de l'immigration clandestine? C'est juste pour pointer du doigt les failles de nos autorités. Parce que si vous avez bien lu le livre, le personnage Doudou était un étudiant en sciences de l'environnement qui a eu son master 2. Alors, il n'arrivait même pas à avoir un stage dans un pays comme le Sénégal. À chaque fois qu'il fait une demande, il est rejeté. Alors, son père n'étant pas en vie, sa mère ne vivait que de cacahuètes. Comme tu l'as dit tout à l'heure, taba taba, et dans le quartier, il y a des gens comme Doudou qui n'étaient même pas meilleurs que Doudou à l'école, qui ont eu à prendre la pirogue pour partir en Europe. Ces gens-là ont réussi, sont revenus, et qu'est-ce que tu entends dans le quartier? Pourtant, Doudou, mon d'accord en classe, mais alors que les autres qui sont partis par la pirogue n'étaient pas meilleurs que lui. Donc, Doudou, voyant la situation catastrophique de sa famille, surtout de sa mère qui vend des cacahuètes pour leur survie, mais s'est révolté. Et il a eu à demander comment faire pour aller en Espagne. Donc, le gars lui a proposé la somme de 400 000. Il faut donner 400 000 pour pouvoir faire partie du convoi. Donc, avant de penser à l'immigration clandestine, il faisait également des activités de bénévolat. Par exemple, c'est lui qui balayait, par exemple, tout le quartier. Sans demander aucun sou. Pendant l'hivernage, lui, avec ses amis, n'est-ce pas, faisait tout pour que l'eau circule très bien dans les égouts, dans les canalisations. Donc, après avoir fait toutes ces activités de bénévolat, et voyant ses amis, ses camarades de classe avec qui il partageait la même école réussir, et que lui, il ne pouvait même pas, n'est-ce pas, trouver du stage, un stage dans les sociétés sénégalaises ici présentes. Donc, voilà, il a voulu faire comme ses amis, tenter l'aventure. Et malheureusement, l'aventure
ne s'est pas bien déroulé. Finalement, il a succombé, voilà, au grand, n'est-ce pas, désespoir de sa maman qui l'attendait. Voilà. Donc, les autorités doivent aider les jeunes à trouver du travail. Le rôle de l'État, ce n'est pas de donner du travail aux gens, mais c'est de favoriser le cadre qui permet aux jeunes de s'insérer. Donc, j'appelle les autorités sénégalaises à se pencher sur la question pour minimiser ce fléau. Parce que l'océan est devenu un cimetière. Et ça, je pense que les gens doivent y penser et régler le problème définitivement. Et ça, vraiment, c'est triste au fait de voir ça. Vers 2022-2023, nous avions vu tous ces personnes qui avaient subi ce naufrage. On avait vu leur bagage, tout. Et on avait eu à exposer ça dans un musée en Espagne en disant que tous ces bagages, tout ce qui s'y trouve, ce sont des souvenirs, des personnes, des espoirs envolés comme ça et que ça devrait rester là et et que ça servira peut-être de leçon à ceux qui sont en train de mettre leur vie en péril. Alors, après avoir parlé des différents thèmes dont le livre parle, l'école des tribulations, comment est-ce que s'est passé votre processus d'écriture? Autrement dit, l'inspiration. Parce qu'écrire un livre, pour écrire déjà, c'est très, très difficile. C'est un livre donc de 133 pages. Comment est-ce que vous aviez pu écrire continuellement, et pouvoir terminer en tout cas, l'histoire que vous aviez eu à commencer? Alors, donc, pour commencer, l'écriture m'a pris 3 ans, avec une année de correction. Alors, qu'est-ce qui explique ces 3 ans? Parce que souvent, je tombais en panne d'inspiration. Alors, dès le début, j'avais des problèmes parce que je ne savais pas là où commencer. J'avais beaucoup d'idées, mais je ne savais pas comment, n'est-ce pas, étaler les idées dans le livre. Donc, j'avoue que au démarrage, j'avais beaucoup de problèmes. En français, on dit souvent, tout début est difficile. Mais lorsque j'ai démarré, après, j'ai pas eu de problème parce que l'inspiration était là. Donc, il fallait juste ajuster la sémantique, donc le lexique, etc. Il fallait juste ajuster les choses pour que le livre prenne forme. D'accord. Alors, est-ce que, avant de commencer à écrire, est-ce que vous avez eu quand même des auteurs qui vous ont influencé, à part bien sûr votre papa qui était là et qui vous incitait à la lecture? Est-ce qu'il y a eu quand même des auteurs qui vous ont marqué de par leur façon d'écrire ou ce qu'ils relataient dans leurs œuvres? Alors, il y en a beaucoup, parce que moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours lu depuis que j'étais en classe de 6e. Alors, notre papa nous forçait à lire parce qu'il nous disait que si vous ne lisez pas, en dictée, vous aurez toujours 0. Donc, c'est ce qui me poussait. Parce que moi, je voulais pas avoir 0 en dictée. Donc, depuis qu'il m'a dit ça, je me suis concentré sur la lecture. Et ce qu'il m'avait dit, je ne l'ai pas regretté. Parce que depuis lors, j'ai eu à avoir de bonnes notes en orthographe. Alors, le problème que les élèves ont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne lisent plus. Si vous voyez sur 100 élèves, les 80 ont dicté 0. Parce que tout simplement, ils ne lisent pas. Parce que si tu lis, tu arrives à retenir le mot. Tu arrives à photographier le mot et tu arrives à connaître le sens du mot. Mais si tu ne lis pas, tu ne pourras pas avoir tout ce bagage-là. C'est pourquoi, même de nos jours, les jeunes ont des problèmes, même pour se prononcer correctement en français. Allez-y dans les lycées ou allez-y dans les universités. Certains élèves ou étudiants ont des problèmes à articuler correctement sujet, verbe, complément. Donc ça pose problème. Et pourquoi aussi on a des problèmes en français de nos jours? Parce que les bibliothèques ont disparu. Dans les écoles, chaque école avait une bibliothèque. Si tu n'avais pas cours, on te demandait d'aller à la bibliothèque, soit pour apprendre tes leçons, soit pour lire. Mais tout cela n'existe pas. Il y avait ce qu'on appelle les CLAC, Centres de lecture et d'animation culturelle.
Tous ces centres n'existent plus. Tous ces centres n'existent plus. C'est ce qui a tué la lecture au Sénégal. Parce que moi, pour répondre à votre question, j'ai beaucoup aimé l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane et également La nuit et le jour de Omar Sankaré. Donc, ces deux livres-là m'ont beaucoup inspiré. Vraiment, il y a aussi, j'aime aussi Victor Hugo. Victor Hugo aussi est un auteur vraiment qui me plaît beaucoup. Il y a également Albert Camus, qui a écrit L'étranger et La peste. Donc, ce sont ces auteurs vraiment qui m'ont beaucoup inspiré pour que je devienne écrivain aujourd'hui. On voit que vos préférences sont quand même variées et c'est très bien quand même. Ça. Alors, quand vous avez eu à publier le livre, comment est-ce que, voilà, ceux qui l'ont acheté, comment est-ce qu'étaient les retours? Est-ce qu'il y a eu beaucoup plus de retours positifs que de retours négatifs? Si c'est le contraire, est-ce que vous avez eu à appliquer la résilience de Madjojo? Donc, comment est-ce que se sont passées les choses, les critiques? Comment est-ce que le public, en tout cas, a apprécié l'œuvre? Alors, présentement, j'ai pas encore fait la présentation du livre. Je voulais le faire juste avant les élections, mais avec la situation tendue, j'avais dit à mes lecteurs que j'allais attendre après les élections. Mais il s'est trouvé qu'après les élections, il y avait eu les évaluations à l'école, la préparation du deuxième semestre. Donc, j'avais pas tellement le temps pour me consacrer à la présentation. Mais je le ferai bien sûr, certainement l'année prochaine, peut-être vers octobre ou décembre. Mais les lecteurs qui ont commencé à lire le livre ont vraiment apprécié. Ils ont vraiment apprécié. Maintenant, il y a certains aussi qui ont émis des critiques par rapport à la forme. À la forme. Bon, certainement, ils n'ont pas aimé la manière dont j'ai disposé peut-être les chapitres. Il y a aussi d'autres qui m'ont dit que je devais donner des titres à chaque chapitre. Alors, lorsqu'ils m'ont dit cela, je leur ai dit que si je donne un titre à chaque chapitre, il n'y aura pas de suspense dans votre lecture. Et moi, j'aime beaucoup le suspense dans la lecture. Passer du chapitre 1 au chapitre 2, je pense que c'est au lecteur de découvrir ça. Mais je ne dois pas lui donner le titre à l'avance. Donc, c'est ce qui explique que j'ai pas titré les chapitres. Depuis que vous aviez commencé la lecture, est-ce que il y a quelque chose que vous auriez aimé connaître avant de commencer à écrire? Et si vous aviez aussi des conseils à donner aux débutants, voilà, qui veulent aussi devenir écrivains, qu'est-ce que vous aviez à leur dire? Alors, dès le début, les questions que je me suis posées, c'est comment écrire? Après avoir écrit, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le livre sorte? Donc, ce sont les deux premières questions que je me suis posées. Alors, j'ai été aidé en cela par l'ami de mon père qui passait souvent à la maison, qui m'a proposé certaines maisons d'édition. Alors, il y a aussi mon collègue qui est à Kaolack, qui m'a également suggéré des maisons d'édition. Alors, après avoir parlé avec ces éditeurs, j'ai finalement choisi l'éditeur Artige, les maisons d'édition Artige, qui est à Guédiawaye. Donc, eux, ils font de l'auto-édition. Parce que pour l'édition, l'écrivain a un choix. Par exemple, si vous allez à Harmattan, vous n'avez pas la possibilité de vendre le livre. Alors que si c'est l'auto-édition, la maison d'édition peut vendre, mais vous également, vous pouvez vendre le livre. D'accord. Voilà, ça, donc, c'est quand même un avantage. Voilà, donc c'est ça la différence entre Harmattan et par exemple, Artige. J'ai finalement choisi Artige, puisque je suis dans un domaine voilà, du système éducatif. Parfois, les élèves peuvent te côtoyer et te demander de livres. Donc, voilà. C'est pourquoi j'ai opté pour l'auto-édition. D'accord. Alors, une dernière question pour Madjojo. Tout à l'heure, j'ai eu à parler de critique par rapport à l'écriture de l'œuvre. Et aujourd'hui, penses-tu qu'un écrivain doit imposer sa manière d'écrire?
ou est-ce que l'écrivain doit écrire selon les critiques qu'il reçoit de son œuvre? Merci beaucoup pour la question. Je pense que être écrivain n'est pas donné à n'importe qui. Et comme on a l'habitude de nous l'enseigner, un écrivain, c'est un éclaireur. C'est celui qui guide, c'est celui qui montre le chemin. C'est celui, en réalité, qui dévoile les tares de la société, en quelque sorte, qui enseigne, bien qui fait rire, etc. Donc, chaque écrivain aussi a son style d'écriture. Et cela révèle un peu l'aspect artistique de l'écrivain. Être écrivain, c'est se révéler aussi. Comme Monsieur Dem aime les suspens. Donc, c'est ce qui fait l'art de l'écriture aussi. Si tout le monde écrivait de la même façon, quelle serait l'écriture? Je pense que c'est la diversité qui fait même la lumière de l'écriture. Et donc, avec les critiques, je pense que voilà, ce sont des critiques constructives et positives, en réalité objectives, voilà, l'écrivain peut le prendre. Mais s'ils sont des critiques aussi, juste dans le but de critiquer, je pense que voilà, l'écrivain, donc, il n'aura pas, en tout cas, cet aspect-là pour reprendre ces critiques-là. Parce que quoi qu'on puisse dire, voilà, dans cette vie, quoi que vous fassiez, les gens vont vous critiquer. Parfois positivement, parfois négativement. Donc, c'est à l'écrivain de faire une introspection, puisqu'il a un message à passer. Donc, si, voilà, il se satisfait lui-même, il satisfait le public, je pense que c'est OK. Mais, voilà, les critiques, parfois, ça aide beaucoup. Mais, en tout cas, il faut retenir que chaque écrivain a son style, a sa manière d'écrire quand même. Donc, il faudra lui laisser ce choix-là. Merci beaucoup pour la réponse explicite. Je pense que là, nous aurions un futur écrivain. Hein? Absolument. Alors, nous étions dans la rubrique culture à la découverte de l'école des tribulations qui est apparue aux éditions Artijan avec notre invité, Monsieur Abdoulaye Dem, qui a eu à l'écrire. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Et voilà. Et nous vous demandons quel est votre mot de la fin aujourd'hui que vous lancez aux auditeurs de Télé-École? Alors, je voudrais d'abord dire, surtout aux élèves, de lire. Parce que non seulement, si vous lisez, vous ne serez plus nul en orthographe, mais également cela vous permettrait, n'est-ce pas, d'avoir une culture générale. Parce que à travers le livre, on peut voyager. Je peux rester au Sénégal et me retrouver, par exemple, en Chine. Qu'est-ce qui me le permet? C'est la lecture. C'est la lecture. Donc, lire, c'est se cultiver. Et nous autres écrivains, je pense qu'également, nous devons rendre intéressants nos contenus. Parce que si tu veux être lu, il faut écrire quelque chose d'intéressant. N'est-ce pas? Et je voudrais également dire aux nouvelles autorités, n'est-ce pas, de réouvrir les CLAC, c'est-à-dire les centres de lecture et d'animation culturelle, n'est-ce pas, de favoriser aussi ces types d'activités, n'est-ce pas, qui permettent aux élèves de se cultiver au sein des établissements, de former les professeurs en cela, parce qu'il n'est pas donné à tout un chacun, n'est-ce pas, de former, n'est-ce pas, les élèves à lire. Les professeurs de français doivent jouer un grand rôle pour que les élèves puissent... Parce qu'aujourd'hui, les élèves, si vous leur demandez de lire, ils vont seulement sur Internet, téléchargent le contenu et viennent exposer. Moi, je pense que les professeurs doivent pousser les élèves à lire. Comment? C'est-à-dire en évaluant. Par exemple, vous dites à l'élève, si vous lisez le chapitre 1, vous allez me faire une évaluation du chapitre 1, sinon vous ne serez pas noté. Donc l'élève est obligé de lire ce chapitre-là. Et sinon, si vous lui dites de venir faire l'exposé comme ça et partir, et dans le groupe d'exposé, il y a même des élèves qui ne lisent même pas et qui ont droit à une note. Donc ça, je pense que c'est à revoir.
On doit également faciliter aux écrivains, n'est-ce pas, l'accès à l'édition. Parce que parfois, beaucoup de gens ont peur d'écrire parce qu'ils n'ont pas les moyens de se faire éditer. Parce que aussi l'édition, ça demande des moyens. Bien vrai qu'avec Artige, ça n'a pas été aussi compliqué que ça. Mais avec les grandes maisons d'édition, si tu n'as pas des millions, on n'y pense même pas. N'y pense même pas. D'accord. Voilà. Nous espérons en tout cas que les messages passeront très fort. Hein. Parce que moi, déjà, je suis une amoureuse de la lecture et j'aimerais bien, là où que je passe, je trouve une bibliothèque où, au lieu de me reposer, je pourrais quand même lire des bouquins. C'est ça. Alors, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que dans la première rubrique, nous avions eu à développer la rubrique société avec le thème le rôle de la résilience dans le renforcement des sociétés avec Madjojo Maodo Malick Ndiaye, qui est étudiant en aménagement du territoire et développement local, mais aussi champion en titre du concours national d'art oratoire organisé par la JCI en cette année 2024. Alors, qu'est-ce que tu as à dire comme mot de la fin aux auditeurs de Télé-École? Tout à l'heure, avant de commencer, j'ai eu peur. Parce que je sais qu'on va me juger. En fonction de ce que j'aurais dit, mais aussi en fonction de la qualité. Parce que parler à la télévision n'est pas facile. Et puisque c'est ma première fois, j'avais le doute, la crainte. Mais qu'est-ce qui m'a permis de tout oublier et venir parler? C'est parce que j'ai un objectif. D'abord, je vous ai donné la parole, que je vais venir, Inch'Allah. Mais aussi, je sais que je dois me dévoiler aujourd'hui. Être champion n'est pas facile. Qu'est-ce qui a fait de moi un champion? C'est parce que peut-être je détiens les qualités d'un bon orateur. Et si je reste dans mon coin, est-ce que j'aurai cette possibilité de continuer mon rêve? De pratiquer ma passion qui est là, oratoire? Non. Et ce sont ces aspects-là qui m'ont poussé à venir. J'ai eu la peur, j'ai eu la traque, mais je suis là. Parce que j'apprends à être résilient. Juste pour dire, quoi que vous puissiez faire dans votre vie, il y aura la peur, il y aura le doute, les craintes, etc. Mais tant que l'objectif est fort, on doit se donner les moyens de les atteindre. Quel que soit l'obstacle, quelles que soient les difficultés. Aujourd'hui, si j'ai un objectif, damay dem ba jeex. Je n'abandonne pas. Je ferai de la douleur une source de motivation. Et les obstacles vont m'aider quand même à grandir, à rebondir plus haut. Donc, ce que je dis, moi, n'abandonnez jamais. Certes, la vie est dure, mais n'oubliez pas que c'est dans la dureté que l'on se forme, que l'on se forge. Et aujourd'hui, les grands hommes qui ont eu à faire, en tout cas, un succès dans ce monde-là, ont été des personnes résilientes. Ils ont eu à traverser des moments difficiles, mais il y avait une chose, ils avançaient. Ils n'abandonnaient pas. Alors donc, chers jeunes, chers téléspectateurs, n'abandonnons pas. Donnons-nous à fond. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Merci beaucoup, Maodo Malick. Et je vois aussi que nos tenues sont quand même résilientes face aux tenues, occidentales. Voilà, avec différentes tenues africaines qui sont là. Et au passage, je tiens à remercier Dio Bobey de Helcom Business qui a eu à m'habiller aujourd'hui. Et apparemment, on est un petit peu assortis. Alors, pour ceux qui veulent des tenues décentes, classe et qui peuvent aller n'importe où, vous pouviez aller voir ses services. Elle est très ouverte, très douce avec tout le monde. Et franchement, moi, je suis vraiment très contente de sa tenue d'aujourd'hui. Encore merci encore à Monsieur Dem, merci à Madjojo Maodo Malick. Merci. Je vais aussi essayer d'être résiliente avec les mots. Merci en tout cas, voilà, de nous avoir
d'avoir assisté déjà à cette émission et d'avoir accepté. Nous espérons encore vous revoir d'ici peu. Voilà, et merci encore à Helcom Business de Joe Babay pour la tenue. Donc, disons-nous à bientôt pour de nouveaux invités, de nouvelles rubriques et aussi de nouvelles façons de pouvoir avoir de la culture générale et de gagner du savoir. À bientôt. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. 10h midi, 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 c'est votre matinale éducative.